Alors pour ceux qui suivent un tantinet la chaîne et également l'actualité, il ne vous a sans doute pas échappé qu'il y a eu convergence. Alors c'est vrai que l'idée c'est pas de faire de la superstition, mais quand tu organises une expédition pour aller voir l'épave du Titanic, il n'y a quand même pas idée d'appeler un submersible Titan. Même si c'est un hommage, c'est un petit peu risqué comme tentative. Bon, je vais quand même un peu développer mon propos en reprenant tout depuis le début. 14 avril 1912, le RMS Titanic, majestueux paquebot de la White Star Line, effectue sa première traversée qui relie l'Angleterre à New York. En chemin, il percute un iceberg et vers 3 h du matin, il a coulé complètement, occasionnant 1500 morts et une fascination qui dure depuis 111 ans. Pour ma part, je partage cette fascination et vous pouvez retrouver 5 vidéos sur le sujet où j'évoque notamment des petites histoires de passagers. Je vous ai d'ailleurs parlé de Violet Jessop, des frères Navratil, de Big Joe et son chat. En fait, il y a énormément d'anecdotes à raconter sur chacun des passagers du Titanic. Parfois, il y a une fin heureuse, parfois malheureuse. Le problème, c'est que parfois, il manque un peu de détails. C'est-à-dire que si je vous racontais l'histoire du cuisinier qui a survécu tout simplement parce qu'il était complètement peinté, une fois que j'ai raconté ça, j'ai plus grand-chose à dire. Et c'est également le cas d'un couple passager du Titanic, Ida et Isidore Strauss. Alors, c'est un couple américain qui avait fait fortune, notamment dans le commerce de la vaisselle. Cette entreprise, qui s'appelait Macy's, était également à l'origine de la grosse fête de Thanksgiving. C'est comme si les magasins Leclerc organisaient tous les ans le carnaval de la mi-carême. Et donc ce qui s'est passé dans la nuit du 14 au 15 avril, Madame Strauss a été invitée à monter à bord d'un canot de sauvetage. Et cette dernière a refusé d'y monter, malgré les protestations de son mari, parce qu'elle ne voulait absolument pas se séparer de lui. D'ailleurs, une séquence romancée du film Titanic de James Cameron de 97 rappelle cet événement. La légende veut qu'ils soient morts ensemble installés sur un transat. Toujours est-il que le lendemain du naufrage, on a retrouvé le corps d'Isidore et pas celui de Ida. Toujours est-il que ce couple, qui avait déjà un certain âge, a disparu en laissant une famille orpheline. Ils ont eu plusieurs enfants, dont une fille, qui a eu un fils, qui a eu une fille, qui a eu une fille. Et cette fille s'appelle Wendy Hollingsville, qui est devenue Wendy Rush après s'être mariée avec un certain Stockton Rush. Et ce Stockton Rush, c'était un aviateur qui a toujours voulu devenir astronaute. Et comme il avait des problèmes de vue, il n'a jamais pu assouvir ce dessein. Et malgré une carrière en tant que pilote de ligne, il se dit que peut-être qu'à défaut de visiter le grand haut, il allait plutôt faire un tour au niveau du grand bas, à savoir consacrer sa vie aux océans. Et c'est ainsi qu'en 2009, il a cofondé l'entreprise OceanGate. C'est une boîte qui propose en fait de faire du tourisme des fonds marins. Et parmi l'offre que propose OceanGate, il y a notamment la possibilité d'aller visiter l'épave du RMS Titanic à 3800 mètres de profondeur. Alors pour faire une petite récap, visiter l'épave du Titanic, il n'y a rien de nouveau. La première datant de 1987, à savoir 2 ans après la découverte de l'épave en 1985 par l'expédition franco-américaine de Jean-Louis Michel et Robert Ballard. Des expéditions, il y en a eu à peu près 200 depuis la fin des années 80. Très souvent, l'objectif est avant tout scientifique, avec du matériel ultra sécurisé. Mais petit à petit, des entreprises privées se lancent dans la conquête de l'épave du Titanic en vue de proposer des voyages touristiques. C'est ainsi qu'une entreprise française propose notamment de se dire oui, de se marier juste à côté de l'épave du Titanic. Et le tout pour la modique somme d'1 million d'euros. Et c'est ainsi que depuis environ 3 ans, OceanGate propose une expédition en direction du Titanic à bord d'un submersible appelé le Titan. Et en fait, le dimanche 18 juin, il y a un petit équipage qui est parti de Terre-Neuve en direction du site où se trouve le Titanic pour une expédition qui durera environ 10 heures, à savoir 2 heures pour descendre jusqu'aux 3800 mètres de fond, quelques heures histoire de faire un peu de tourisme et de visiter, et 2 heures pour remonter. Et à son bord, on va retrouver Stockton Rush, le fondateur d'OceanGate. On retrouvera Paul-Henri Nargeolet, qui est un explorateur spécialiste du Titanic, assez réputé, assez reconnu. Il y avait également un milliardaire britannique qui bosse dans le business de l'aviation, et un entrepreneur milliardaire anglo-pakistanais, accompagné de son fils de 19 ans.
Pour la triste histoire, ce dernier, Sulman, n'avait absolument pas envie de monter à bord du Titan. Mais il l'a fait pour faire plaisir à son père, parce que c'était la fête des pères. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux pas rentrer comme ça dans le sous-marin. Déjà, faut payer 250 000 $. Faut déjà les avoir. Et après, il faut signer une décharge, un gros paquet de feuilles, où dès la première page, il est mentionné 3 fois le risque de mourir. Alors comme ça, tu te demandes, est-ce que ça vaut le coup de payer 250 000 $ pour mourir? Quand tu te dis que le programme, il est pas encadré, qu'il s'agit d'une entreprise privée qui utilise du matériel expérimental, donc non testé, faut peut-être déjà se méfier. Si je dis ça, c'est qu'il y avait déjà eu des alertes depuis 2018 par rapport aux matériaux utilisés par OceanGate dans le cadre de son submersible Titan. En gros, la coque n'était pas en métal, mais dans une espèce de composite de carbone, ce qui fait que l'engin était beaucoup plus léger, donc beaucoup plus facile à manœuvrer. Mais est-ce que beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de gens qui ont travaillé justement pour OceanGate ont essayé d'exprimer en amont, ils ont essayé d'alerter? C'est que c'était quand même un peu tendu du slip. Parce qu'en fait, notre sous-marin, c'est une espèce de petite boîte où tu es juste accroupi, tu n'es même pas sur une chaise en fait. Tu es comme ça, à même le sol. Pour faire pipi, tu as juste un petit seau avec un rideau histoire de rendre le truc plus intime, et le tout est manœuvré par un petit joystick de console. C'est-à-dire que les petites manettes que tu vas acheter à Easy Cash à 40 balles, bah en gros c'est ça qui permettait de manœuvrer le sous-marin. Cette manette, elle était même pas reliée à un fil, c'était du Bluetooth. Si on prend Victor 6000, le sous-marin caméraman d'Ifremer, je précise qu'il est quand même relié à la surface par un grand câble de 8 km. C'est-à-dire qu'il y a toujours un contact. Faut quand même avoir confiance. Tu te retrouves dans un petit coucou immergé qui fonctionne avec un moteur de tondeuse. Ta seule protection, c'est un habitacle en carton-pâte. Ton petit sous-marin descend à 4 km de profondeur, avec pour seul équipement une manette de Super Nintendo Bluetooth. Mais pourquoi pas? L'innovation technologique, les expérimentations, allons-y. En même temps, pour le propriétaire de OceanGate, je peux comprendre qu'il n'y avait pas vraiment d'inquiétude à avoir, puisqu'ils avaient déjà fait cette plongée. C'est pas la première fois qu'ils allaient voir le Titanic et a priori il n'y avait pas eu de problème. Sauf il y a 6 mois à peu près. Une expédition avait été amorcée et a été annulée rapidement parce que ça commençait à déconner. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le constructeur de la coque, hein, le truc en carbone, il avait garanti une résistance à 1800 mètres maximum. Et les mecs d'OceanGate, ils lui avaient dit, bah non, il faut que tu nous le fasses pour 4000 mètres. Bah ça c'est possible, mais moyennant un supplément. Et les mecs, ils ont refusé de payer. Donc ils savaient pertinemment qu'ils embarquaient des gens dans du matériel qui n'était pas destiné à aller à 3800 mètres de profondeur. Je sais pas combien d'expéditions a effectué le Titan et j'ai pas trouvé l'info. Par contre, on peut supposer que quand t'en fais une avec du matériel qui est pas destiné à ça, c'est possible qu'il commence à y avoir de l'usure et que finalement l'efficacité elle est pas optimale au bout de quelques voyages. Bref, les gens ils sont partis le dimanche 18 juin et au bout d'1h40, il y avait plus de signes radio, plus rien. Si ça se trouve, la liaison avec la surface se faisait à l'aide de talkie-walkie de chez Smoby. Donc autant dire qu'après 1h40, on ne sait pas ce qui devient le sous-marin. Donc les secours ont été avertis, hein, les gardes-côtes, les experts de la Navy, etc. Et on évoque un bruit qui aurait été réceptionné par les sonars, juste après qu'on perde la trace du sous-marin. Et encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a quand même un doute. On ne sait pas vraiment si c'était vraiment le sous-marin qui a fait ce bruit ou si c'était autre chose. Bref, vous avez suivi l'actualité, ça a été un peu l'inquiétude, hein, la panique pendant quelques jours, puisqu'on savait que le sous-marin avait à peu près une réserve de 96 heures d'oxygène. Autrement dit, chaque minute comptait. Mais en fait, notre petit copain Victor 6000, il a fini par arriver au fond, hein, au niveau de l'épave du Titanic, il connaît bien l'endroit, et il a repéré des débris, tout un champ de débris non loin de l'épave du Titanic. S'il s'agit du sous-marin, on peut supposer que vu que c'était pas hyper dispatché, que ce dernier aurait pu implosé non loin de l'épave. Et c'est en gros ce qui s'est passé puisqu'il a été déterminé que ces débris appartenaient au Titan. Probablement, la carlingue du vieux coucou, elle n'a pas résisté à la pression. Il y a dû avoir un choc, en fait, un choc de pression entre la pression à l'extérieur du sous-marin et la pression à l'intérieur, qui équivaut à celle qu'on connaît dans notre atmosphère terrestre. Pour vous donner une petite idée, dans les fonds marins, la pression marine est à peu près de 380 kg par centimètre carré. En clair, si un poisson marin vit là-dessous et que tout d'un coup on le met à l'air libre, il explose direct.
notre petit Titan a tout simplement implosé. Sans doute qu'il devait y avoir des fragilités au niveau du hublot, et il a suffi d'une petite brèche, d'un petit espace disponible pour que notre sous-marin se prenne toute la pression marine dans la tronche. Un petit peu comme quand j'écrase une canette. Et ce genre d'événement se passe en une fraction de seconde. Il est fort probable que nos passagers sont morts sur le coup, mais sans s'en rendre compte. L'info n'a même pas eu le temps d'aller au cerveau. Alors ça, c'est ce qu'on peut se dire pour se rassurer. Dans le fond, ils n'ont pas souffert. Mais parmi ces gadgets hyper perfectionnés, le Titan était quand même muni de capteurs tout autour de sa coque, de sorte d'alerter l'équipage pour qu'ils aient le temps de remonter. Donc c'est fort possible que les gens de l'équipage aient capté en fait le signal de danger juste avant. Donc les gardes-côtes américains ont fait une conférence de presse jeudi pour annoncer la présomption de mort des passagers. De toute façon, on ne pourra jamais retrouver les corps, puisqu'avec une pression pareille, ils se sont complètement désintégrés. Bref, 111 ans plus tard, le Titanic a fait 5 nouvelles victimes. Et dans le fond, j'ai l'impression qu'elles sont mortes pour exactement les mêmes raisons que celles qui ont coulé le Titanic. On se retrouve encore face à l'ego démesuré de l'homme, qui n'écoute pas les signaux d'alerte, en totale condescendance vis-à-vis de la nature, qui est persuadé qu'il peut être plus fort que les éléments, là où l'argent prend toute la place, alors qu'on parle d'un cimetière. L'épave du Titanic n'est pas un parc d'attractions, c'est avant tout une tombe. Il faut quand même se dire que la découverte de l'épave en 1985 avait stupéfait tout le monde, notamment au regard de l'état de conservation du paquebot. Puisqu'à une profondeur pareille, il n'y avait aucune bactérie qui survivait. Et on constate depuis quelques années qu'il se dégrade de plus en plus, au point où on estime que d'ici peut-être 10-20 ans, il n'y aura plus rien de l'épave. Et si cette dégradation s'est accélérée, c'est notamment à cause de la présence de l'homme sur le site, qui a importé une bactérie unique, l'Alomonas titanicae. C'est une bactérie qui a été importée par l'homme à cause de toutes les expéditions qu'il a effectuées depuis 1985. Donc là, en ce moment, on multiplie les hommages et également les témoignages, en fait, les commentaires. On est en train de s'émouvoir du sort de 5 millionnaires qui venaient faire du tourisme, alors que tous les jours, tu as des centaines de gens qui essayent de fuir leur pays et qui se retrouvent à mourir dans l'océan.